Bonjour Marc Dufumier. Bonjour. Vous êtes ingénieur agronome, Oui. spécialiste de l'agriculture comparée. Oui. Et plus particulièrement, vous expliquez que l'agroécologie pourrait nourrir 9 à 10 milliards D'habitants d'humains sur que la nous serons planète. dans les 50 ans. Bon. Merci de nous éclairer sur cette méthode, l'agroécologie, et sur cette possibilité qui peut sembler surprenante. Ça peut sembler surprenant que l'agroécologie puisse nourrir toute l'humanité et répondre à la sécurité alimentaire. Oui. Voilà. Très bien. Oui, donc ça peut paraître surprenant et y compris c'est un peu contradictoire avec ce que disait mon professeur d'il y a longtemps, René Dumont, qui disait que nous allions à la famine. Il y a encore des famines et des disettes, ça on en parlera, et qu'il fallait impérativement réguler les naissances. Alors je pense qu'il y a de bons motifs de réguler les naissances à l'échelle mondiale, mais je ne mets pas en avant l'argument de la famine. Et ma conclusion de mes travaux aujourd'hui, c'est de dire qu'effectivement, il y a des formes d'agriculture qui relèvent d'une agroécologie scientifique. Donc je parlerai un peu d'agroécologie en tant qu'agroécologue, c'est-à-dire comme discipline scientifique. Et il y a des formes d'agriculture concrètes qui relèvent de l'agroécologie scientifique, qui sont à même effectivement de nourrir bien plus de 10 milliards d'habitants sur la planète. Donc pas de crainte majeure pour les années 2050, même 3000. 2100, mais voilà. Alors ça demande quelques explications, mais elles sont simples. C'est qu'on a besoin dans notre alimentation d'énergie. On trouve l'énergie qu'on va aller dépenser au travail, dans les loisirs, on la trouve dans l'alimentation. Et cette énergie qu'on trouve dans l'alimentation, tout le monde le sait, ça nous vient du soleil. Et la première bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de pénurie annoncée de rayons solaires avant 1,5 milliard d'années, et même beaucoup plus. Donc faisons l'usage intensif à l'hectare de ces rayons du soleil. Et si vous regardez sur la planète, tous les rayons du soleil qui tombent à terre et ne servent pas à la photosynthèse, la photosynthèse, c'est la plante qui intercepte l'énergie solaire et transforme celle-ci en énergie alimentaire. Faire l'usage le plus intensif des rayons solaires, ça veut dire avoir une surface de captation de cette énergie solaire par des feuilles vertes capables de transformer l'énergie solaire en énergie alimentaire, et bien, la surface maximale. Ce qui veut dire dans les champs, alors peut-être éventuellement ne pas bitumer les meilleures terres agricoles, ça c'est un vrai débat, mais une fois qu'on a accès à un champ, une terre agricole, ça veut dire couverture végétale la plus totale possible et la plus permanente possible, c'est-à-dire hiver, printemps, été, automne, et sous les tropiques, en Afrique en particulier, semi-aride, saison des pluies bien sûr, mais si on peut encore avoir des feuilles vertes capables d'intercepter la lumière et transformer celle-ci en énergie solaire en saison sèche, voilà déjà un premier programme, j'allais dire. Alors maintenant, pour être honnête, l'énergie qu'on trouve dans l'alimentation, ça s'appelle sucre, amidon, lipides, ce sont des hydrates de carbone. Où la plante trouve-t-elle le carbone? Dans le gaz carbonique de l'atmosphère. Alors évidemment, je pose la question, y a-t-il pénurie annoncée de gaz carbonique dans l'atmosphère? Je vous vois sourire, non, il y en a beaucoup trop, c'est un gaz à effet de serre. Alors si les agriculteurs du monde entier peuvent faire l'usage intensif de ce gaz carbonique, la plante va prendre le carbone, va libérer l'oxygène pour nos poumons et fabriquer du sucre, de l'amidon, des lipides et même peut-être de la paille, des racines qui, quand ça va se décomposer, va fabriquer de l'humus dans le sol et séquestrer du carbone dans le sol. Alors vous voyez que je suis pour l'agriculture intensive. Si c'est ça l'agriculture intensive, faire l'usage intensif de la ressource naturelle renouvelable, intensif à l'hectare, usage intensif de la ressource naturelle renouvelable, le soleil, et pléthorique, le gaz carbonique, je suis pour une agriculture intensive à l'hectare, mais qui fait un usage intensif de ce qui est renouvelable, ne coûte rien, et même peut-être l'agriculteur mériterait d'être rémunéré pour la séquestration de carbone dans l'humus des sols. Alors la première difficulté, c'est que pour intercepter le gaz carbonique, prendre le carbone et relibérer l'oxygène, il faut quand même que le gaz carbonique rentre dans la plante. Et du coup, par des petits trous. Et les orifices par lesquels le gaz carbonique rentre dans la plante et ensuite la plante relibère l'oxygène, ce sont les trous par lesquels la plante transpire. Et la plante, elle est comme nous, plus il fait chaud, plus il fait sec, plus il y a du vent, plus elle transpire. Nous, quand il fait chaud, sec et qu'il y a du vent, il faut qu'on boive tout de suite, sinon on meurt de déshydratation. La plante, elle a un avantage sur nous, c'est qu'elle peut, si elle manque d'eau à boire dans le sol, donc c'est l'eau du sol qui va être décisif,
elle va arrêter de transpirer pour ne pas se déshydrater. On dit que la plante est capable de résister à des stress hydriques en cessant de transpirer. Elle conserve momentanément son eau, sa température s'accroît, mais ce n'est pas comme nous, la fièvre terrible. Sa température va s'accroître, mais elle peut résister au stress hydrique pendant quelques jours, parfois quelques semaines, rarement plusieurs mois. Mais du coup, la plante, si elle n'a pas assez d'eau à boire, arrête de transpirer, mais du coup, elle ferme les orifices par lesquels l'eau s'en allait, et du coup, elle ferme les orifices par lesquels elle était capable d'intercepter le gaz carbonique et relibérer l'oxygène. Donc la vraie chose la plus délicate pour nourrir plus de 10 milliards d'habitants sur la planète, c'est la gestion de l'eau. Alors évidemment, on va faire un usage intensif de l'eau gratuite, c'est-à-dire l'eau de pluie, c'est celle-là qui nous est revenue, mais dont on sait avec le réchauffement climatique que sa distribution spatiale et temporelle va être de plus en plus chaotique, de plus en plus aléatoire. Mais c'est vraiment l'eau de pluie sur laquelle il faut porter son attention, emmagasiner le maximum d'eau dans le sol, quitte à ce que le surplus rejoigne la nappe souterraine, mais plus rien ne doit ruisseler. Alors pour empêcher le ruissellement, en Afrique comme ailleurs, on va remettre des haies pour empêcher le ruissellement, la couverture végétale va empêcher le petit filet d'eau de descendre, il faut que plus rien ne ruisselle. On va mettre des barrières au ruissellement. Maintenant, on veut que l'eau s'infiltre. Alors moi, je ne vous cache pas, on m'avait enseigné, le sol doit être poreux, on m'avait enseigné le labour. Aujourd'hui, vous verrez, vous discuterez avec les agriculteurs, on leur enseigne plutôt le zéro labour, parce qu'un excès de labour, un excès de travail du sol, oxygène exagérément l'humus des sols, et le carbone qu'on est parvenu à séquestrer dans les sols, le voilà réoxydé qui retourne à l'état de gaz carbonique. Donc on est plutôt aujourd'hui à dire travail minimum du sol, technique culturelle simplifiée, en tout cas pas d'exagération dans le travail du sol, et on veut néanmoins un sol poreux. Alors là, il n'y a pas 36 solutions, c'est la biologie, c'est les vers de terre, qui vont creuser des galeries, qui vont rendre le sol plus poreux. C'est évidemment d'autres, c'est les colamboles, les cloportes, enfin tous les petits animaux. C'est aussi quand vous avez une prairie qui en saison sèche se dessèche, ben, la racine se dessèche, mais là où il y avait une racine, il y a une petite galerie par laquelle l'eau va s'engouffrer dès la pluie suivante. Donc c'est la biologie des sols qui va nous rendre le sol poreux, permettre d'emmagasiner de l'eau dans le sol en quantité suffisante pour allonger la durée de la transpiration, donc allonger la durée de la photosynthèse, et ce genre de choses. Maintenant, on veut que l'eau qui s'infiltre reste longtemps à hauteur des racines, il faut enrichir le sol en humus. L'humus, ben, c'est beaucoup de carbone du gaz carbonique qui était dans la paille, les racines, les microbes le décomposent, ça fabrique de l'humus. L'humus, c'est 50% de carbone, mais petite difficulté, la deuxième, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait un peu d'azote. Si le microbe, à ce moment précis, n'a pas accès à un peu d'azote, on est souvent post-récolte, puisque c'est les pailles, les racines qui se décomposent, si à ce moment très précis, il n'y a plus d'azote dans le sol, le microbe ne peut pas faire son boulot, son job, et le carbone va retourner à l'état de gaz carbonique. Donc oui, on a aussi besoin d'azote en agriculture, et pas seulement du carbone de l'atmosphère, ça c'est pour l'énergie, on a besoin d'azote pour aider les microbes à fabriquer de l'humus. C'est 5-6% d'azote seulement, l'humus, c'est 50% de carbone, mais quand même on a besoin d'azote. Mais on a surtout besoin d'azote pour fabriquer des protéines. Parce que dans notre alimentation, on a besoin de calories, d'énergie, de protéines, on verra tout à l'heure de minéraux, de vitamines, de fibres, d'antioxydants. Mais les protéines, c'est des hydrates de carbone sur lesquels on doit rajouter de l'azote. Troisième bonne nouvelle quand même, c'est que l'azote on le trouve dans l'air, 79% d'azote dans l'air, il n'y a pas pénurie annoncée avant des millénaires, alors allons-y, faisons l'usage intensif de l'azote de l'air pour fabriquer des protéines. Petit problème, c'est que rajouter, du point de vue chimique, rajouter de l'azote sur un hydrate de carbone pour fabriquer un acide aminé, le premier élément des protéines, c'est coûteux en énergie la manip. Et du coup, il y a bien deux méthodes en France pour avoir des plantes riches en protéines. Soit on leur apporte des engrais azotés de synthèse, de l'urée, de l'ammonitrate, des sulfates d'ammonium, mais à ce moment-là, c'est fabriqué avec de l'énergie fossile. En France, c'est du gaz naturel russe ou norvégien. L'usine de Toulouse a explosé, il n'y a plus de gaz de lac. Ça, considérer que l'usage d'énergie fossile, c'est désuet, c'est du passé, il faut s'en passer au plus vite, parce que fossile, même si les gaz de schiste ont légèrement retardé l'échéance. Mais on va devoir être très économe en énergie fossile, dans l'agriculture inspirée de l'agroécologie, mais l'alternative, on la connaît, tous les agriculteurs d'ailleurs du monde la connaissent dans le monde entier, c'est des plantes qu'on appelle légumineuses, luzerne, trèfle, sainfoin, lotier pour les ruminants, pois fourragers, soja, lupin, févrole, pour les monogastriques, les cochons et les volailles. Et puis pour nous,
recommandé par les diététiciens, c'est les légumes secs, c'est les lentilles, les pois chiches, les haricots, les petits pois, enfin voilà. Et on peut, alors là c'est compliqué parce que c'est des microbes qui utilisent l'énergie de la photosynthèse de la plante, donc les sucres dans la racine de la plante, utilisent cette énergie pour intercepter l'azote, fabriquer la protéine et refiler ça à la légumineuse. Et du coup, ça nous donne des légumineuses, avec donc de l'énergie solaire en définitive, et ensuite, le sol, quand les racines de la légumineuse, quand la légumineuse est récoltée, les racines se décomposent, et c'est riche en azote, donc ça permet de fertiliser le sol en azote par la voie biologique pour des betteraves, pour des pommes de terre, pour des céréales qui vont suivre dans les rotations. Et puis dernier petit couplet de l'agroécologie scientifique, on a besoin d'éléments minéraux, de calcium pour les os, de potassium pour la santé, de phosphore, pas seulement pour phosphorer. C'est un élément essentiel de la physiologie des plantes et des êtres humains et de tous les animaux. Et là, il y a une mauvaise nouvelle. C'est pas le calcium, les falaises calcaires dans le monde, il n'y a pas trop à craindre, c'est le phosphate. Les mines de phosphate, les experts ne sont pas tous d'accord, mais nous annoncent que d'ici 4 à 5 décennies, les mines de phosphate vont être à leur pic d'exploitation et l'exploitation de nouvelles mines de phosphate va devenir hyper coûteux. Ça va même intervenir avant l'énergie fossile. Parce que, en fait, quand on dit exploiter de nouvelles mines de phosphate, ça va peut-être, mais ce n'est pas pour tout de suite, aller dans les fonds sous-marins, mais très très profonds. Je pense que c'est pas pour la génération future, ça va être encore pour un peu plus tard. Du coup, là, il nous faut être très économe en phosphore, mais la plante en a besoin, nous on en a besoin. Alors, pour éviter de gaspiller, c'est un peu comme l'azote de l'urine, les effluents d'élevage, les effluents humains qui fertilisent des algues vertes sur le littoral breton. On va essayer d'empêcher tout ça de rejoindre le littoral. L'idée, c'est de mettre les animaux qui urinent sur de la paille, fabriquer du fumier, et hop, on remet ça dans le sol. Et au moins, c'est pas perdu dans les océans, ça revient dans les sols. Ce sera un peu vrai d'ailleurs pour l'urine, pour l'azote de l'urine, etc. Mais les phosphores aussi. Au lieu de fertiliser des algues vertes sur le littoral, hop, fumier et retour au sol, économie circulaire de dernière minute, recyclage des effluents, mais il nous faut trouver aussi du phosphore ailleurs, et il y en a, en quantité, mais à faible dose, sauf que c'est entre nous et le magma. Il y a du granit, il y a du schiste, il y a des grès, qui sont riches en éléments minéraux, mais pour ce qui est du phosphore, en tout cas à faible dose, et réduire cette roche en poudre très fine, si on veut que ce soit assimilable par la plante, il faudrait réduire la roche en poudre extrêmement fine pour que le phosphate devienne assimilable. Tant qu'on dépend d'énergie fossile, oublions, je pense, on en a encore pour 2-3 générations. Le jour où on ne dépendra que d'énergie naturelle et renouvelable, pas de problème. Mais du coup, il nous faut quand même entre-temps en trouver. Alors, il y en a quand même, tous les ans, tous les jours, la roche-mère, le grès, le schiste, le granit est altéré, libère des éléments minéraux, mais ce n'est pas accessible à la racine de blé. Ça peut être accessible à des racines d'arbres, si les racines sont suffisamment profondes. Ça va remonter avec la sève, ça va se retrouver dans la feuille fermente va retomber à terre, ça va fertiliser la couche arable. Donc oui, on va réembocager nos champs ouverts, nos open fields, comme on dit. On va remettre des pommiers dans la prairie. Dans certains pays tropicaux, on va faire pratiquer l'agroforesterie, les cultures sur parc arboré, et vous verrez qu'un rendement de mil et de sorgho sous un parc d'acacia albida, on dit autrefois féderbia albida, on dit aujourd'hui dans l'Afrique sahélo-soudanienne, le rendement de mil et de sorgho est déjà 2 à 3 fois supérieur sous le parc arboré de ce qu'il est quand il n'y a pas d'arbres. J'expliquerai ça un peu plus tard, mais il y a des voies, donc on va dire biologiques, en tout cas qui relèvent de l'agroécologie, qui permettent à l'arbre d'aller intercepter les éléments minéraux, de les remettre en surface avec la chute des feuilles. Et en plus aujourd'hui, alors là c'est hyper moderne, on connaît des champignons, on les appelle champignons mycorhiziens, la truffe en est un, Vous savez que la truffe, elle intercepte la racine du chêne, elle en prend l'énergie, fabrique un champignon, et c'est bon pour les gourmets. Mais beaucoup de champignons mycorhiziens sont capables effectivement d'utiliser l'énergie de la photosynthèse de la plante, développer un mycélium tellement fin que ces champignons, un peu une espèce de moisie, va aller intercepter des éléments minéraux qui sont déjà dans les argiles, mais que la plante ne parvient pas à débusquer. Même avec les racines les plus fines, elle n'y parvient pas. Et elle aide aussi les arbres en profondeur à aller débusquer les éléments minéraux quand la roche-mère est altérée et libère le phosphore. Et bien je vais vous dire,
nourrir plus de 10 milliards d'habitants en faisant l'usage intensif, donc ce qui ne coûte rien, renouvelable, l'énergie solaire, le carbone du gaz carbonique, les agriculteurs mériteraient d'être rémunérés pour atténuer le réchauffement climatique, l'azote de l'air avec des légumineuses, les éléments minéraux du sous-sol avec les arbres et les champignons mycorhiziens, qu'on regarde la sous-utilisation qu'on fait de ces ressources, eh bien, je veux dire, mais c'est bien plus de 10 milliards d'habitants que l'on peut nourrir sur la planète.